Ces assises sont consacrées aux mesures de garantie nucléaire. Conjointement organisées par l'ambassade des États-Unis au Bénin et le gouvernement du Bénin, elles se penchent sur les points clés de la non-prolifération nucléaire. En adhérant au TNP depuis 1972, le Bénin a compris que la prolifération des armes nucléaires constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et qu'il faut donc s'y opposer résolument. Ce statut d'État membre permet au Bénin de bénéficier des avantages de cette communauté, mais il doit également s'acquitter de ses obligations. Les États-Unis cherchent à renforcer la communauté de non-prolifération en faisant la promotion et en soutenant les avantages des utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaire, comme indiqué à l'article 4 du TNP. Le traité sur la non-prolifération des armes qui a pour objectif premier d'empêcher la prolifération des armes nucléaires est la clé de voûte du régime mondial de non-prolifération. Ce traité est au cœur des efforts mondiaux visant à prévenir la prolifération des armes nucléaires, à favoriser l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à faire progresser l'objectif du désarmement nucléaire. Le médecin congolais Denis Mukwege et la Yadi Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes devenue militante, se verront remettre ce lundi le Nobel de la paix. Une concrétisation de leur engagement contre les violences sexuelles en temps de conflit. La cérémonie qui se déroulera à l'hôtel de ville d'Oslo sera donc une occasion pour les bénéficiaires de dénoncer l'impunité entourant le viol employé comme arme de guerre. Un jour historique pour les voisins de l'hôpital de Panzi appartenant au gynécologue à Bukavu dans l'est de la RDC. Le lundi, là, personne n'ira pas au champ. Nous, population de Panzi, personne n'ira pas au champ. Nous tous, nous serons au rendez-vous pour accueillir le prix Nobel de notre fils, Dr Denis Mukwege. Surnommé l'homme qui répare les femmes, le médecin soigne depuis 2 décennies les victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Panzi, dans l'est de la République démocratique du Congo, région déchirée par des violences chroniques. Depuis sa création en 1999, l'établissement a traité plus de 50 000 femmes, enfants et même nourrissons au corps meurtri. Quant à sa co-lauréate, Nadia Mourad, elle a été enlevée, violée, torturée et échangée par les djihadistes du groupe État islamique après leur offensive contre la communauté kurdophone du nord de l'Irak en 2014. Ayant réussi à s'évader, la jeune femme dont la mère et 6 frères ont été tués est devenue l'ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains et se bat aujourd'hui pour que la persécution de son peuple soit reconnue comme génocide. L'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Messan Kodjo Agbeyome, est candidat aux élections législatives du 20 décembre prochain au Togo. Tête de liste dans la 6e circonscription électorale, située dans la préfecture de Yoto à plus de 50 km au sud-est de la capitale togolaise, a démarré dimanche la campagne électorale dans son fief. Avec sa caravane, il a parcouru plusieurs localités. Je pense qu'il y a de la ferveur, il y a de l'attachement. Il y a aussi de l'espérance, mais je pense que dans les jours à venir, ça va s'amplifier encore davantage. J'ai confiance que nous arriverons à enlever les 3 sièges pour donc transformer le destin de cette préfecture qui a beaucoup donné à la nation, mais qui en a reçu peu. Parce que toute la problématique des difficultés que rencontrent les populations ici sont des éléments transversaux de l'ensemble des problèmes aujourd'hui que le régime rencontre ou de toutes les récriminations que les populations ont vis-à-vis de ce régime. Ensemble, en travaillant et en traçant de nouvelles trajectoires, nous pouvons arriver à donner un minimum de confort à nos populations. Je pense que c'est leur droit et c'est ce à quoi nous allons nous attacher dès le lendemain donc, de notre élection à l'Assemblée nationale. Il a invité ses potentiels électeurs à porter leur choix sur son parti, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, afin de lui permettre de répondre aux problèmes de cette préfecture dont il est issu.
Une démonstration du processus du vote afin de faire valider son bulletin a été faite à la population. Les campagnes électorales prennent fin le 18 décembre prochain. On condamne fermement cet acte, je dirais irresponsable, qui donne la mort à des adolescents, à des enfants, parce que la classe politique n'arrive pas à s'entendre pour créer une ambiance agréable autour de cette compétition. Je pense, comme le gouvernement l'a dit, il serait nécessaire donc de mener une enquête minutieuse pour trouver les auteurs de ces actes criminels. Mais je souhaite que tout le monde se ressaisisse pour que nous puissions préserver donc la paix et aller au bout de ce processus. Le gouvernement gambien a salué ce mardi la décision des États-Unis d'interdire d'entrer sur leur territoire l'ancien président de Gambie, Yaya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 ans de pouvoir sans partage. Son épouse Zineb Yaya Jammeh et ses enfants Mariam Jammeh et Muhammad Yaya Jammeh sont également visés par cette interdiction. Tous ont été placés sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers impliqués dans des faits de corruption à large échelle ou dans de graves violations des droits de l'homme. Tout en remerciant Washington pour sa solidarité avec la transition vers la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, le ministère de la Justice a indiqué dans un communiqué que la décision américaine est en phase avec l'engagement du gouvernement gambien de combattre la corruption et de garantir l'établissement des responsabilités pour les violations des droits de l'homme. Notre pays est confronté à des crises multiples. Cette situation nous interpelle en tant que leader politique pour proposer des solutions qui redonnent espoir à notre peuple. Mon titre de haut représentant ne me permet pas de jouer ce rôle. J'ai donc décidé de démissionner de ce poste dès aujourd'hui. Ainsi s'exprimait Sidya Touré, le haut représentant du chef de l'État guinéen Alpha Condé, qui a annoncé ce mardi sur son compte Twitter sa démission. L'opposant, président de l'Union des forces républicaines, qui collaborait avec le président Alpha Condé depuis 3 ans, déplore notamment son incapacité à influer sur la marche des choses, que ce soit sur l'éducation, l'agriculture, la santé ou l'électricité. Il faut dire que cette démission de Sidya Touré intervient alors que la Guinée est en proie depuis plusieurs semaines à de vives tensions politiques et sociales. Mais le véritable déclic de sa décision, confie-t-il, a été les élections communales de février dernier. 10 mois après le scrutin, certaines communes sont toujours privées de maires. Sidya Touré dénonce également l'arrestation et l'emprisonnement de plusieurs de ses militants. Aussi, le président de l'UFR dit vouloir rejouer pleinement son rôle d'opposant politique et proposer aux Guinéens une alternative à l'actuelle gouvernance du pays. Annoncé comme le recours idéal pour organiser la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes l'été prochain, le Maroc, par la voix de son ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré qu'il ne présentera pas sa candidature. Après cette décision du Maroc, l'Égypte, qui avait laissé la priorité au Maroc, se dit prête à accueillir le tournoi. L'Égypte est capable d'organiser la compétition et on sera fiers de le faire. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles. On a des structures au plus haut niveau et on a déjà organisé des compétitions, a déclaré Achraf Soubi. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière en 2006. Pour mémoire, la Confédération africaine de football avait retiré le 30 novembre dernier l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en raison de retard dans les travaux d'infrastructure et d'une situation fragile sur le plan sécuritaire. Le pays hôte de la CAN, prévu du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier. Des hommes armés ont enlevé les passagers d'un bus près de la ville pétrolière de Port Harcourt, dans le sud-est du Nigeria, où les kidnappings contre rançon sont fréquents. L'information a été confirmée ce mercredi par la police et des témoins. L'incident s'est produit mardi matin sur une route de l'État de Rivers, selon un témoin qui a assisté à la scène.
Ce dernier dit avoir pris la fuite pour se mettre à l'abri avant que la police arrive lorsque les bandits ont attaqué le véhicule. Selon un autre témoin, les assaillants étaient habillés d'uniformes de police et avaient barricadé la route. Le porte-parole de la police de Rivers a confirmé qu'une enquête était en cours, mais n'a pas précisé le nombre de personnes enlevées. Une grande pauvreté mine le sud-est du Nigeria, une région pourtant riche en pétrole, où les enlèvements de riches hommes d'affaires et de responsables politiques et religieux sont fréquents. En août et septembre 2017, une série d'attaques avait visé des cars de voyageurs dans la même zone de l'État de Rivers. L'accusation n'est pas satisfaite du jugement d'acquittement de l'opposante rwandaise Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Une décision rendue le 6 décembre dernier par la justice rwandaise. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le procureur général du Rwanda, Jean Bosco Mutangana, a annoncé qu'il sera interjecté appel dans les prochains jours. En tant que procureur général, après avoir examiné la décision de la Cour, nous avons trouvé que certaines de nos preuves ont été ignorées alors qu'elles étaient solides. C'est pour cela que nous voulons exercer nos droits en faisant appel de la décision. Début décembre, Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. Sa mère, Adeline, et 4 co-accusés avaient également été acquittés et ils sont tous concernés par l'appel du procureur général. En première instance, le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Pour les juges, l'accusation n'avait pas non plus prouvé que l'opposante avait falsifié des signatures de partisans dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à la présidentielle de 2017.